première, c'est la suivante. Quand on regarde l'effectif dans la salle, clairsemé, c'est-à-dire que beaucoup de trous, ça confirme quelque part ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et ça s'explique par deux choses. La première et la moins douloureuse, c'est effectivement la paresse intellectuelle. La véritable paresse intellectuelle. Quel pays voudrons-nous construire ou reconstruire si intellectuellement nous sommes paresseux? La deuxième explication que l'on pourrait donner, c'est justement la dimension mystico-fétichiste. C'est-à-dire que quand on entend parler de franc-maçonnerie, les gens s'en vont en courant. Encore quelqu'un de non instruit, on le comprendrait. Mais comme le disait tout à l'heure M. Charles-Mbach, des gens instruits, des gens qui vivent dans des états de droit, donc a priori protégés par les institutions, de quoi ont-ils peur de venir discuter ici, débattre ici, de questions a priori? C'est grave. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas sortis demain du tunnel. Et ça, je vous le dis sur le plan fondamental de l'être humain. C'est important. Mais il ne faut pas désespérer. C'est pour ça qu'il faut commencer. Et c'est pour ça que la CDG a osé lever ce tabou en interpellant justement, les éminents et brillants invités que nous avons eus aujourd'hui pour essayer de nous éclairer. Je sais qu'ils ont été agressés, mais c'était de bonne guerre. Et s'ils ont été agressés, c'est justement parce qu'ils ont cultivé un certain mutisme qu'aujourd'hui ils ont commencé à dissiper. Et je vous en félicite. Oui, effectivement, paresse intellectuelle. Je veux citer ici Descartes, enfin je vais paraphraser, par rapport à l'intervention de mon collègue universitaire franco-allemand, Franck Ditengou, dont j'ai apprécié le côté carré de son intervention. Et c'est ce qui fait justement la distinction, ou plutôt la différence entre la démarche analytique et la démarche philosophique. Et si on assimile justement la franc-maçonnerie à une école philosophique, on comprend bien pourquoi l'Assemblée ici restera sur sa faim. Parce que beaucoup de questions auront été éludées en termes de réponses. Des questions simples. D'où la démarche justement claire de M. Franck Ditengou, que nous avons tous en démarche science dure. On pose la problématique, on se pose trois questions. On demande donc la causalité. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand on regarde tout ce qui s'est passé dans ces pays occidentaux, aujourd'hui qui jouissent justement des valeurs auxquelles nous aspirons aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie, les états de droit, c'est parce que justement, entre Descartes et Galilée, ou plutôt entre ceux qui avaient cette démarche analytique et les églises, il y en a qui refusaient d'observer, de constater, de chercher le pourquoi. En fait, qui entretenaient l'ignorance, la croyance, jusqu'à ce qu'ils arrivent, je parle ici sous le contrôle du professeur Bonaventure Ndong, ils sont arrivés ici à ce qu'ils ont appelé le postulat de l'objectivité. C'est-à-dire arrêter la pensée philosophique, non politique, quelque part, ou plutôt la religion, l'Église, pour arriver, pour tenir compte de ceux qui ont observé, ceux qui ont cherché la cause de phénomènes aujourd'hui que nous qualifions de naturels. Et c'est comme ça que le postulat d'objectivité est né. Et même, il y a eu des guerres ici, où à l'Église, où la société osait mettre en cause
tout ce qui était transmis par l'Église qui ne relevait d'aucune objectivité. Et en fait, c'est de là qu'est né le postulat d'objectivité. C'est-à-dire qu'on constate quelque chose, est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi la causalité? C'est crime dit rituel. Si on élude cette question simple et claire, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Monsieur Charles m'a disait, à juste titre, que sa moralité l'a conduit à bien gérer la chose publique. Et c'est vrai. Alors, ce que j'aurais pu poser à monsieur Charles Mba est la chose suivante. Est-ce que c'est parce que vous étiez programmé génétiquement moral que vous avez bien géré la chose publique, ou alors c'est tout un cheminement éducatif via justement votre père et votre mère qui vous ont éduqué par-delà l'école publique et ensuite la franc-maçonnerie qui ont fait de vous quelqu'un de prude, quelqu'un de raisonné, quelqu'un qui a la conscience justement du bien public, des institutions. C'est là la vraie question. Est-ce que vous étiez génétiquement programmé moral, ou alors c'est votre éducation qui a fait de vous un homme exemplaire? Il me semble que plutôt c'est l'éducation. Et on peut supposer que justement les enseignements, le cursus maçonnique devait apporter ou apporte, d'après toutes les valeurs que vous avez évoquées là, cette quintessence, cette lucidité, pour se poser finalement la question suivante. Pourquoi il y a ce gap psychique, ce gap mental entre celui qui est à la fois franc-maçon, à la fois bouddhiste, et en même temps aux commandes de l'État pour aller commettre des malversations? Si on revient toujours au fait que parce que c'est un mortel, c'est-à-dire perfectible, c'est-à-dire humain, non, c'est se déroger. Non, c'est se dévoyer. Puisque il y a quand même, d'après ce que j'ai compris, un cursus qui exige une maturation, une longue maturation endogène, qui fait que pendant le cursus maçonnique, vous acquérez une maturité pour gérer la cité. C'est une question qui n'a pas été répondue. Elle n'a pas été répondue. Donc on reviendra. On arrive, quand j'ai entendu toutes les questions ici, Bouiti, maçon, tout le reste, en Afrique à une forme de syncrétisme en fin de compte, syncrétisme négatif, c'est-à-dire un mélange de genres, un mélange de choses, qui finit par devenir une espèce de bombe que personne n'est capable aujourd'hui de maîtriser. Malheureusement, il se trouve aux commandes de l'État. Ça produit ce qu'en fait finalement, ni vous, ni l'Assemblée ici, ni moi, n'arrivons à expliquer. D'une nécessité de descente aux enfers. C'est pour ça que ma conclusion sera faite sur un terme qui a été proposé qui a été prononcé par vous et que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui du serment. Oui, vous avez bien dit que au sein de ces courants philosophiques, il y a serment, n'est-ce pas? Bien. Or, le lien au serment a plusieurs clés, parmi lesquelles juridique par exemple, n'est-ce pas? Spirituel, moral. Je le dis pourquoi. Dès lors qu'on a l'acception du serment, le fondement du serment, on doit comprendre qu'au bout, il y a... Qu'est-ce qu'il y a au bout? Entre guillemets la sanction si on se parjure. De ma profession, de ma formation, on juge sur Apollon, on pose sur Apollon, on jure sur Apollon.
le fameux serment d'Hippocrate. On commence par évoquer les dieux. Apollon, en passant par Hygie. Et vous savez sur quoi on termine? Sur Panacée. Vous connaissez Panacée? Panacée, c'est le dieu de la solution, de la thérapie à la pathologie. Vous entendez dire que ce n'est pas la panacée à telle ou telle problématique. Parce que la panacée, c'est celle qui sanctionne la pathologie. C'est pour ça que nous commençons par jurer sur Apollon. Et il s'agit là quelque part d'une obédience. Vous conviendrez avec moi. Une obédience ordinale. Vous entendez parler d'ordre des médecins, d'ordre des juristes. Oui, ce sont des obédiences ordinales, qui s'approprient justement cette exigence, cette rigueur éthique, déontologique et morale, pour dire que si je respecte ces principes, qu'il me soit donné de jouir de la vie, parce que je les aurais respectés. Et que si je me parjure, puissais-je avoir un sort contraire? C'est ce qu'on dit dans le serment d'Hippocrate. Et il me semble que cette morale-là, on la retrouverait en franc-maçonnerie. J'en suis certain. Et c'est pour ça que vous voyez, si jamais vous allez consulter votre médecin, il pose un mauvais diagnostic ou un bon diagnostic, mais la thérapie à la fin ne correspond pas au diagnostic ou ne vous met pas en santé, l'ordre intervient. Le conseil ordinal intervient. On ne va pas parler de sanctions. Il va vous interpeller si vous avez été conforme au serment pour lequel vous avez posé votre main. Dans le cheminement initiatique, il me semble qu'il y a un cursus, il me semble qu'il y a un parcours qui correspond à celui de ce serment. Qu'en faisons-nous, finalement? Mais si je dis nous, beaucoup ici penseraient que je suis un frère. C'est sûr que si je me dévoile, j'en décevrai beaucoup. J'ai toujours plutôt admiré la quintessence intellectuelle et spirituelle. C'est pour ça que j'ai été toujours très proche des maçons. Mais je n'en suis pas un. Je n'en suis pas un. Donc, cher frère, moi étant frère sans tablier, étant un profane, je tenais particulièrement à vous remercier pour avoir répondu à cet appel qui se voulait de partage, un partage sans tabou. Et j'admire le courage de vérité que vous avez manifesté ici pour répondre à cette question qui, mon Dieu, aura du mal à trouver réponse si nous ne faisons pas des efforts à l'échelle individuelle. Allons-y vers la quête de la vérité. Parce que si quelque chose est fondamental dans nos sociétés, dans les sociétés qui évoluent, c'est la vérité. Quand on ment, ça n'est pas bien. Quand on ment, vous savez la sanction, c'est que le génie créateur ne s'exprime pas. C'est pour ça que vous voyez dans les sciences dures, j'affectionne beaucoup Monsieur Litengu, que vous voyez, fait partie des sommités scientifiques dans le monde. Fut-il humble comme il est. On ne ment pas en science. On a une démarche rigoureuse et méthodique. Pourquoi? Si on dit vous pesez 100 kilos, vous avez telle taille, ça doit correspondre à une posologie médicamenteuse. On ne va pas vous donner un médicament à la même posologie si vous avez 80 kilos qu'à votre enfant qui n'a que 5 kilos. Ça tient de la vérité. La vérité est rigoureuse. Et cette vérité-là, on ne doit pas y transiger. Donc quand on a un mort, quand on a des massacres d'innocents, non, on ne peut pas éluder ces constats.
Je vous remercie et je vous invite à continuer le débat. Merci, merci, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir vous lever pour chanter l'hymne national de la République gabonaise, s'il vous plaît. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Merci. La grande préférence, c'est la loge. Vous êtes mis en blanc comme ça. Le grand technicien. Bye bye les amis. Hein?